Notre invité à 8h15, Thierry Mariani, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député du Rassemblement national au Parlement européen. Justement, les européennes, elles approchent, c'est dans 2 mois, quasiment jour pour jour. Certains sondages donnent le RN à 30% aux prochaines élections. Comment vous avez fait? C'était quoi la formule magique? La formule magique, c'est malheureusement d'avoir fait une analyse juste, c'est-à-dire que la situation de la France, comme la situation de l'Europe, est aujourd'hui catastrophique sur de nombreux points. Et ce gouvernement, cette majorité, que ce soit Mme von der Leyen à Bruxelles ou que ce soit Macron, opposé à cette majorité à Bruxelles ou à Paris. Prenez l'exemple, par exemple, des Républicains. Ils sont dans le Parti populaire européen à Bruxelles. Ils ont voté la confiance à la Commission européenne. Prenez l'exemple même de Reconquête, qui a rejoint le parti ECR à Bruxelles. C'est un parti où la moitié des députés ont voté la confiance à von der Leyen. Nous sommes en réalité les seuls à refuser cette Europe qui, à l'heure actuelle, sacrifie nos nations. Alors concrètement, vous allez faire quoi? Ça va vous permettre quoi d'arriver en tête à une européenne, concrètement? Concrètement, l'Union européenne, c'est pas du tout au Parlement européen comme le Parlement français. Il n'y a personne à la majorité. En réalité, il y a 7 groupes. Et on voit très bien que à de nombreuses décisions, déjà, aujourd'hui, la majorité bascule à 20 voix près. Les 2 groupes patriotes représentent aujourd'hui à peu près 150 sièges sur 705. Demain, on espère en représenter bien plus, 200, 230. Est-ce qu'à nous seuls, on aura la majorité? Non, il ne faut pas mentir aux électeurs. Mais est-ce qu'à nous seuls, on peut changer la majorité? Oui, parce que sur certains votes, on pèse très clairement. Et puis, quand je vois l'évolution, par exemple, des partis de droite européens, le PPE, il y a quelques années, ou il y a même quelques mois, ils étaient prêts à voter le pacte migratoire. Aujourd'hui, ils se rendent compte que sur la pression de ce danger qu'on a dénoncé, eh bien, ils commencent à hésiter. Donc, avoir des groupes patriotes bien plus importants au Parlement européen, c'est l'assurance qu'il y aura désormais une majorité qui devra tenir compte de ce que pensent beaucoup de Français. Il y a quand même la liste du Parti socialiste et de Place publique qui est défendue par Raphaël Glucksmann qui assure une progression assez folle. Est-ce que ça vous inquiète, vous, justement, de voir que vous allez peut-être être concurrencé par quelqu'un qui est à un échiquier politique, enfin, un endroit de l'échiquier politique complètement opposé? Non, pas du tout. Écoutez, ça, franchement, que ce soit la liste de Mme Hayet ou que ce soit la liste du Parti socialiste, ils sont dans la même majorité. Je le répète, la quasi-totalité d'entre eux ont soutenu la commission de Mme von der Leyen. Donc c'est bonnet rose et rose bonnet, quoi. Et donc le Parti socialiste qui revienne à un étillage aux alentours de 10-12%, c'est historiquement même déjà un score bas. Mais on partait de très bas. Oui, on part de très bas. La progression est forte quand même. Vous avez raison, mais je pense que de plus en plus de personnes se rendent compte de l'échec de Mme von der Leyen et de M. Macron, sauf que ce que propose M. Glucksmann, par exemple, eh bien, c'est plus d'immigration. C'est une compétence des États de plus en plus faible, avec des abandons encore plus importants de compétences, notamment en ce qui concerne la défense, à l'Union européenne. Ce n'est pas du tout le même programme. Vous avez entendu, on parlait juste avant de votre interview, de ce qui se passait en ce moment dans certains établissements scolaires, des jeunes qui sont agressés, certains qui trouvent d'ailleurs malheureusement la mort. Le RN, souvent, c'est quand même voulu en rempart face à tout cela, à cette hyper-violence, cet ensauvagement de la société. Concrètement, dans un gouvernement assuré par le RN, qu'est-ce qu'on fait contre des cas comme ça, ou comme un autre cas, celui par exemple de ce brancardier qui a été agressé parce qu'on estimait du côté d'une personne qui venait chercher des soins que 15 minutes c'était une attente trop longue et qu'il fallait s'en prendre à un membre du personnel hospitalier. Qu'est-ce qu'on fait au RN? D'abord, si vous permettez, on a été les premiers à faire ce constat. D'habitude, on nous disait pendant des mois, ah ben non, mais c'est un sentiment, c'est pas la réalité. Aujourd'hui, vous avez raison, on est dans une hyperviolence, comme l'a dit Jordan Bardella, qui est un cocktail explosif entre des tensions communautaires dues à une immigration mal maîtrisée, un laxisme de la justice qui est évident, une montée de l'ultra-violence. Qu'est-ce qu'on propose? D'abord, on propose qu'il n'y ait aucune tolérance. Je veux dire, Madame Belloubet, par exemple, au ministre de l'Éducation, dans l'avant-dernier acte, elle a hésité à répondre. Il a fallu que ce soit M. Attal qui réponde. Il est clair aujourd'hui qu'on ne peut plus nier cette situation. Donc nous voulons une réponse ferme de la justice. Comme quoi, par exemple? Nous voulons des sanctions fermes. Par exemple, je pense qu'il est temps de réformer l'ordonnance sur les mineurs. Aujourd'hui, 20% des personnes mises en cause dans les trafics de drogue sont des mineurs de 13 à 17 ans. De 13 ans à 17 ans. Il y a un trou dans la raquette, selon vous, à ce niveau-là, pour ces mineurs?
il y a eu malheureusement une évolution de la société qui fait qu'il y a un trou dans la raquette. L'ordonnance sur les mineurs, elle date de 1945. En 1945, on n'avait pas des gamins de 13 ans qui faisaient le deal au pied de l'immeuble. Voilà. Et donc on veut aujourd'hui une justice qui soit bien plus ferme. On veut aucune tolérance sur le communautarisme à l'école. Là aussi, aujourd'hui, on a des annonces, mais que de temps perdu. Et puis surtout, je pense aussi qu'il faut un message clair en matière d'immigration. Si j'ai bien compris, l'affaire de Viry-Châtillon, pardon, c'est une affaire qu'on qualifierait, j'aime pas l'expression, mais de crime d'honneur. Franchement, discuter avec entre deux gamins de 15 ans de sexualité, ça ne mérite pas la mort de qui que ce soit. Thierry Mariani, est-ce que le RN est un parti pro-russe ? Non, je vous rassure, le RN est le parti pro-France. Voilà. Alors, je sais très bien que dans cette campagne électorale, quand on a échoué sur tout, il faut trouver une sorte de poudre miracle. Parce que, prenons le bilan de cette Europe, si vous le permettez. On est aujourd'hui la zone du monde qui a la plus faible croissance. Je vous rappelle que la croissance moyenne de l'Union européenne, c'est 0,5 cette année. 2,5 aux États-Unis, c'est-à-dire 5 fois plus. C'est une zone qui est en train de s'endetter. C'est une zone qui, aujourd'hui, a une concurrence de plus en plus dure, parce que notamment, on paye désormais notre énergie 2 fois plus cher qu'avant. Et donc, il faut bien trouver un ennemi. Alors, on voit des Russes partout. Est-ce que, franchement, vous croyez que le débat sur l'Union européenne, c'est est-ce qu'on est pour ou contre la Russie ? Le débat de l'Union européenne... C'est pas tout à fait ça. La question est aussi de savoir, est-ce que selon vous, Vladimir Poutine a été réélu de manière démocratique ? Est-ce que selon vous, l'annexion de certaines parties de l'Ukraine, illégale, récente, a été parfaitement validée ? Je me moque de savoir s'il a été réélu de manière démocratique ou pas. Il est élu. D'accord. Monsieur Zelensky, par exemple, il a été élu quand ? Vous savez que normalement, il devait y avoir des élections en Ukraine le mois dernier ? Elles ont été supprimées. Oui, mais selon vous, c'est sage de faire les élections dans un pays en guerre ? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'arrêtez d'avoir 2 poids, 2 mesures. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait la paix le plus vite possible. Je fais partie de ceux, peut-être que je me trompe, qui pensent que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. Et qu'à l'heure actuelle, on est dans une tentative désespérée, côté européen et côté américain, de gagner du temps jusqu'à des élections pour ne pas perdre la face. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la responsabilité, ce serait de faire en sorte que, effectivement, l'Ukraine tienne encore la ligne de front qu'elle a et qu'elle ne s'effondre pas. Et deuxièmement, d'avoir au plus vite des discussions de paix. Ça, c'est pas être pro-russe. Ensuite... Mais moi, ce que j'entends, c'est que du coup, il faut se plier face à Poutine. C'est quand même lui qui est venu envahir un État qui est l'Ukraine. On ne peut pas le nier, ça. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il faut le laisser gagner une partie du pays pour faire en sorte qu'on ait la paix en Europe. Ça se terminera certainement pas là. Quid de la Moldavie, quid de la Pologne ? Pourquoi ça ne s'arrêterait pas là ? Attendez, je vais vous dire, ce que je trouve quand même hallucinant, c'est la lâcheté et l'hypocrisie de l'Occident. J'entends dire par certains, cette guerre, c'est la guerre de civilisation, c'est la guerre pour la démocratie. Mais si c'est la vérité, il faut y aller. Il faut envoyer des soldats, il faut faire participer à cette guerre. Si c'est simplement pour dire on envoie quelques milliards à l'Ukraine pour qu'ils tiennent un peu plus longtemps, votre éditorialiste tout à l'heure, M. Clémenceau, disait à juste titre, on envoie de l'argent aujourd'hui pour payer le budget de l'Ukraine. C'est même pas pour payer des armes, c'est même pas pour payer des obus. On a envoyé 20 milliards déjà. Mais les 50 milliards qu'on vient de voter, c'est pour faire en sorte que l'État ukrainien ne s'effondre pas. Et donc ça veut dire que vous allez dans le sens d'Emmanuel Macron qui dit que potentiellement il faut envoyer des troupes françaises sur le sol ukrainien ? Non, parce qu'à mon avis, excusez-moi, la France n'est pas menacée. Soyons très clairs, si un pays de l'OTAN était attaqué, et je pense que la Russie le sait parfaitement, la totalité des pays de l'OTAN rentrerait en guerre pour soutenir ce pays. C'est l'article 5 de la Charte. Et quand beaucoup d'observateurs s'obstinent à dire qu'effectivement, si l'Ukraine est perdue au profit de la Russie, ça veut systématiquement dire qu'il y aura derrière d'autres pays qui vont suivre. Vous ne partagez pas cet avis-là ? Absolument pas. Parce que je pense que, je le répète, c'est pas la Russie n'engagera jamais une guerre qui serait pour elle suicidaire contre l'OTAN. L'OTAN est largement supérieure à la fois en budget militaire, en troupes ou en force par rapport à la Russie, et la Russie le sait. Simplement, pour moi, pardonnez-moi, cette guerre n'est pas la nôtre. J'espère que l'Ukraine s'en sortira avec le moins de dégâts possible, mais pour cela, il est temps d'arrêter la guerre. Vous savez, j'ai présidé un seul groupe d'amitié dans cette région à l'Assemblée nationale, c'était France-Ukraine. Et donc j'ai autant d'amis des deux côtés de la frontière. Et je pense que cette guerre aujourd'hui est sans espoir pour certains. On fait tout pour la continuer. Je crains qu'au contraire, les quelques mois de guerre qui restent soient une période où le front recule encore au détriment de l'Ukraine. Vous n'avez pas présidé le groupe d'amitié franco-russe ? Jamais. J'adore vos confrères, mais excusez-moi, s'ils étaient payés au stock de bêtises qu'ils écriraient, certains auraient une grosse augmentation. Merci en tout cas d'avoir partagé votre point de vue sur notre antenne ce matin, Thierry Mariani.